Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une source unique, mais particulièrement riche. C'est un texte très court, un extrait qui nous vient d'un correspondant de Sénépost à Dakar et qui porte sur un rapport de performance d'un joueur de football. Mais attention, on est loin du résumé de match classique. Le décor, c'est un match assez fou entre Galatasaray et la Juventus qui s'est terminé sur un score de 5-2 pour les Turcs. Et au milieu de ce festival de buts, la source choisit de zoomer, de faire un arrêt sur image sur un seul homme, le joueur sénégalais Ismaël Jacobs. Notre mission, en quelque sorte, c'est de prendre cette feuille de statistiques brute et de voir si elle peut nous raconter une histoire. Une histoire un peu plus profonde que le score final. On va essayer de jouer les détectives avec ces chiffres. Et c'est un point de départ formidable. Un 5-2 entre deux institutions comme Galatasaray et la Juventus, ce n'est pas juste un score, c'est une promesse de chaos en fait. Ça évoque tout de suite un match où les schémas tactiques ont volé en éclats, un match où les émotions ont pris le pas sur la rigueur. C'est dans ce genre d'ambiance électrique, presque théâtrale, que la performance d'un joueur prend une autre dimension. Évaluer un joueur dans un 0-0 cadenassé ou dans une tempête de 7 buts, ce n'est absolument pas la même chose. C'est le décor parfait pour notre analyse. Alors, commençons par le déroulé du match, la trame narrative brute. La source nous donne la chronologie des buts, et c'est déjà un petit scénario en soi. Galatasaray ouvre le score par Gabriel à la 15e minute. Et là, on s'attend à un temps d'observation, peut-être à une réaction mesurée. Mais pas du tout. Pas du tout, non. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Teun Koopmeiners égalise pour la Juventus à la 16e minute, 1 minute. Une seule petite minute plus tard. Le même Koopmeiners donne ensuite l'avantage à son équipe à la 32e. On arrive à la mi-temps et la Juventus mène 2-1. On se dit qu'ils ont renversé la vapeur. Ce début de match est symptomatique d'une rencontre sans calcul. Marquer et se faire rejoindre en 60 secondes, c'est le signe d'une fébrilité extrême, d'une tension palpable. Les deux équipes se rendent coup pour coup, il n'y a aucune retenue. On sent que la soirée va être longue, et probablement pas pour les puristes de la défense à l'italienne. Et la deuxième mi-temps, c'est un tout autre film. Ça commence par Noah Lang pour Galatasaray qui égalise à 2-2 dès la 49e. Puis, Davinson Sanchez leur donne l'avantage à la 60e. Noah Lang revient à la charge avec un doublé à la 74e pour le 4-2. Et Sacha Boey vient sceller le score à 5-2 à la 86e. C'est un raz-de-marée. C'est plus qu'un raz-de-marée, c'est un effondrement psychologique d'un côté et une démonstration de force mentale de l'autre. Encaisser 4 buts sans en marquer un seul en une mi-temps, pour une équipe comme la Juventus, c'est rarissime. On peut presque visualiser le momentum, cette force invisible dans le sport, qui change de camp de manière spectaculaire. Une simple liste de buts nous raconte une histoire de résilience, de confiance qui s'envole, et d'une équipe qui finit par marcher sur l'eau. C'est dans ce contexte de renversement total que notre joueur, Ismaël Jacobs, a passé la majeure partie de son match. Parfaitement. Alors, zoomons enfin sur lui. La source nous donne 2 informations générales. Il a joué 83 minutes, donc il a été un acteur majeur de cette rencontre. Et on lui a attribué la note de 6,5 sur 10. Et là, honnêtement, c'est là que le mystère commence, pour moi. Un 6,5, c'est correct, sans plus, quoi. Pourquoi diable un rapport s'attarderait-il sur lui? C'est la question à 1 million. Dans le jargon de la curation de notation, un 6, c'est la performance neutre. A fait son match, un 6,5 c'est un peu au-dessus. Ce n'est pas le joueur qui a fait des erreurs, mais ce n'est pas non plus celui qui a crevé l'écran. Et c'est ça qui est paradoxal. Dans un match avec 7 buts, des doublés, des retournements de situation, on s'attendrait à ce que les projecteurs soient braqués sur les joueurs notés 8 ou 9, les héros ou les héros du match. Le choix de se focaliser sur ce 6,5 est donc une décision éditoriale très forte. Ça nous dit, l'histoire importante n'est pas là où vous croyez. Exactement. Si la note ne justifie pas l'attention, c'est que la vérité est ailleurs, dans le détail des statistiques. Alors allons-y, plongeons. On commence par le cœur du réacteur, les passes. La source indique 33 passes réussies sur 35 tentées. Ça fait 94% de réussite. C'est déjà très, très propre. C'est en pourcentage d'élite, clairement. Mais attendez, ce n'est même pas le chiffre le plus fou. Non, c'est là que ça devient, pour moi, presque irréel. La source isole une statistique. Passe réussie dans le dernier tiers du terrain. Attendez, je relis bien. 13 sur 13. C'est un sans faute. 100%. Voilà, c'est ça la clé de l'énigme. Il faut bien comprendre ce que ça signifie. Le dernier tiers, c'est la zone de vérité. C'est la zone la plus embouteillée, où chaque mètre au carré est contesté, où la pression est maximale.
C'est là que les ballons se perdent, que les choix sont les plus compliqués. Pour donner un ordre d'idée, les meilleurs milieux créatifs du monde, les maîtres à jouer, peinent souvent à atteindre 75 ou 80% de réussite dans cette zone. Atteindre 100%, même sur une série de 13 passes, c'est une anomalie statistique. Ça dépeint un joueur d'une lucidité et d'une propreté technique absolument chirurgicale. Donc, pendant que tout le monde autour de lui est pris dans ce tourbillon, lui, il est dans sa bulle. Il ne rate rien. C'est l'image parfaite. Il est l'œil du cyclone. Dans le chaos ambiant, il est le point d'ancrage. Celui qui garantit que le jeu de son équipe ne se délite pas sous la pression. C'est une valeur inestimable. Ce profil de joueur fiable, presque cérébral, se confirme quand on regarde les autres stats offensives. Elles sont beaucoup plus discrètes. Par exemple, une seule touche de balle dans la surface de réparation adverse et un seul dribble tenté pendant tout le match. On pourrait croire que c'est un joueur qui manque un peu d'audace, non ? Qui joue un peu trop la sécurité. C'est une lecture tentante, mais je pense que c'est tout l'inverse. Ce n'est pas un manque d'audace, c'est une maîtrise totale du risque. D'ailleurs, que nous dit la source sur son unique tentative de dribble ? Et nous dit qu'il l'a réussi. Un dribble tenté, un dribble réussi, encore un 100%. Et voilà, le motif se répète. Ce joueur ne base pas son jeu sur le volume, sur la multiplication des tentatives. Il ne va pas tenter 10 dribbles pour en réussir 5 et impressionner la galerie. Non, il évalue, il choisit son moment, et l'action qu'il entreprend, il l'exécute avec une efficacité maximale. C'est l'anti-joueur brouillon. Chez lui, chaque geste est pesé. C'est la substance qui prime sur le style. Et cette philosophie, cette efficacité, on la retrouve aussi quand il n'a pas le ballon. D'abord, son implication générale, 54 touches de balle en 83 minutes. Il est bien dans le circuit sans être le métronome absolu. Exactement, il est connecté au jeu. Et ce qui est fascinant, c'est que cette efficacité ne se limite pas à ses actions offensives. Si on regarde ses interventions défensives, on retrouve précisément le même schéma. Absolument. Sur les duels au sol, il en a disputé 5 et en a remporté 3. Ça fait 60% de réussite. C'est solide. Plus que solide. Ça montre qu'il n'est pas juste un joli joueur avec le ballon. Il va au contact, il s'engage et il gagne plus de duels qu'il n'en perd. Il contribue activement à la récupération du ballon. Et pour boucler la boucle, le dernier chiffre qui, je trouve, résume parfaitement le personnage, les tacles. Il n'a tenté qu'un seul tacle durant tout le match. Et évidemment, il l'a réussi. 1 sur 1. Encore et toujours 100%. C'est la signature. La passe dans la zone de vérité. Le dribble, le tacle. Sur les actions techniques les plus décisives, qu'elles soient créatives ou destructrices, ce joueur affiche une réussite parfaite. C'est presque robotique dans la fiabilité. Il ne se jette pas à l'aveugle, il n'intervient pas à contretemps. Son unique tacle a été parfaitement senti, parfaitement exécuté. Ce n'est pas le nombre qui impressionne, c'est la pertinence et la propreté de l'intervention. L'efficience, c'est vraiment le mot qui définit sa performance. Alors, au final, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, d'un côté, on a ce match fou, cette victoire éclatante, et pour lui, une note de 6,5 qu'on a qualifiée de correcte. De l'autre, on a ces statistiques de cyborg, ces 100% de réussite sur des gestes clés. Comment on réconcilie ce décalage ? Mais ce rapport est l'illustration parfaite de la révolution silencieuse que l'analyse de données a apportée au football. La note de 6,5, c'est le reflet du eye test, de ce que l'œil humain non averti perçoit. Un match sobre, sans geste spectaculaire, sans but, sans passe décisive qui saute aux yeux. Mais les données détaillées, elles, racontent une histoire invisible. Elles révèlent la valeur fondamentale d'un joueur pour l'équilibre et la fluidité de son équipe. Donc, si je comprends bien, il n'est pas le héros de l'histoire, mais celui qui permet au héros d'exister. C'est une excellente façon de le dire. C'est un peu comme le bassiste dans un groupe de rock. On ne remarque pas toujours, son nom n'est pas forcément sur le devant de l'affiche, mais s'il s'arrête de jouer, si sa ligne de basse n'est pas parfaitement juste et dans le tempo, tout l'édifice s'effondre. Jacobs, sur ce match, c'était le bassiste. Il a fourni la structure rythmique parfaite sur laquelle les solistes, les Noah Lang et compagnie ont pu briller. Sa fiabilité a été la fondation des exploits des autres. Et ça change complètement la perspective. Les recruteurs modernes doivent adorer ce genre de profil, j'imagine. Ah, mais complètement. Aujourd'hui, les cellules de recrutement les plus avancées, avec leurs algorithmes, ne cherchent plus seulement le joueur qui va marquer 15 buts. Elles cherchent aussi et surtout ce genre de profil. Ces moteurs d'efficacité, ces fiabilisateurs qui font baisser le taux d'erreur de toute l'équipe. Un joueur qui ne perd quasiment jamais le ballon dans une zone dangereuse a une valeur statistique et stratégique immense.
Ce rapport, c'est exactement le genre de document qui atterrit sur le bureau d'un directeur sportif en se disant « on a peut-être trouvé une perle rare ». Et le fait que le correspondant de Cenepost ait choisi de mettre en lumière précisément ces statistiques est, je trouve, très révélateur. C'est presque un acte militant, une manière de dire « regardez au-delà des apparences ». Appréciez l'intelligence de jeu, la propreté, la fiabilité. C'est une façon de valoriser une autre forme de talent. Une intelligence situationnelle qui est tout aussi cruciale que le geste spectaculaire. Pour résumer ce qu'on a découvert, cette source bien extrêmement brève nous a ouvert une fenêtre fascinante sur le football moderne. Elle nous a montré comment des données brutes mises en contexte peuvent raconter une histoire bien plus riche et nuancée qu'un simple score. On y a découvert le portrait d'un joueur, Ismaël Jacobs, dont la qualité première n'est pas l'éclat visible, mais une efficacité quasi parfaite dans l'ombre. Et pour prolonger la réflexion, la source nous laisse avec une dernière énigme. Un dernier mystère. À aucun moment, elle ne précise le poste d'Ismaël Jacobs sur le terrain. On a des indices, mais aucune certitude. Alors, posons-nous la question. Avec ce portrait robot que l'on vient de dessiner, cette propreté technique vers l'avant, cette solidité dans les duels, cette efficacité chirurgicale en défense, mais cette présence limitée dans la surface adverse, où est-ce qu'on l'imagine sur le terrain ? Est-ce le profil type de l'arrière latéral moderne qui construit le jeu proprement mais ne finit pas les actions? Ou est-ce le portrait d'un milieu défensif, un numéro 6, qui nettoie et distribue simplement, le premier rempart et la première rampe de lancement? Les données nous permettent de construire un profil mais pas de coller une étiquette définitive. Et ça nous invite à réfléchir à l'importance cruciale de ces joueurs de l'ombre, ces métronomes de la fiabilité, dans la complexité du jeu d'aujourd'hui.